Ok. Donc il y a donc un processeur sur lequel là j'ai mis la souris, une mémoire, on va regarder un petit peu plus en détail ce que c'est que ce type de mémoire. C'est une mémoire un peu particulière qui était utilisée à l'époque. On va trouver des contrôleurs de périphériques, donc soit des contrôleurs sur lesquels on pouvait brancher par exemple des terminaux, ici, là, ou des contrôleurs de disque dur, de bande, de lecteur de bande, etc. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de cette mémoire. À l'époque, on utilisait beaucoup de mémoire à tort de ferrite. C'est des mémoires magnétiques. Alors, je ne vais pas expliquer ce soir comment fonctionne une mémoire à tort de ferrite, ça serait un peu long, et il y a des gens qui ont déjà fait ça beaucoup mieux que moi. Donc, je vous mets un lien vers la chaîne d'Electrobidouilleur qui a fait une super vidéo sur la mémoire à tort de ferrite. Euh, et donc qui explique vraiment en détail comment ça marche. Moi, je vais juste là vous parler de deux trois caractéristiques principales de cette mémoire. Alors, le fait qu'elle soit déjà magnétique, quand on coupe le courant sur le PDP-11, et ben les informations dans la mémoire restent. Ça fait que quand on redémarre le PDP-11, il est capable de repartir d'où il s'était arrêté en fait. Donc, euh, donc c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas besoin éventuellement de rebooter tout. Il est capable de reprendre là où il s'est arrêté avec la mémoire à tort de ferrite. Une autre caractéristique de cette mémoire, c'est que RAM is the new ROM. Ouais, pas vraiment parce qu'en fait, la ROM on peut pas la modifier, donc la, l'exécution reprenait là où elle s'est arrêtée avant la coupure. Alors effectivement, oui, il y avait un mécanisme, on verra ça plus tard dans les lives, dans les explications, mais il y a un mécanisme qui permet de reprendre là où on s'est arrêté. Donc on était avant une coupure de courant, on pouvait détecter que enfin quand on éteignait l'ordinateur ou quand on allait perdre le secteur. Donc il y avait des énormes condensateurs dans les alignes qui gardaient pendant quelques millisecondes l'information. Ça suffisait pour sauvegarder le contexte dans la mémoire et de reprendre le contexte quand on remettait le jus sur le PDP-11. Donc une des caractéristiques de cette mémoire, c'est qu'effectivement, quand on coupait le jus, elle gardait les informations. Une autre caractéristique importante, c'est que euh, la lecture d'une cellule mémoire est destructive. C'est-à-dire que quand on lisait une case mémoire, on effaçait la case mémoire en même temps. Donc c'était un peu délicat. Et donc, le contrôleur de mémoire qu'il y avait ici, il y avait donc un système qui réécrivait les cases mémoire au fur et à mesure qu'elles étaient lues, pour ne pas justement perdre définitivement les informations. Salut David Esté. Et donc, ce qui faisait que les lectures répétitives sur la mémoire pouvaient être plus longues que des écritures. Donc, c'est un petit peu particulier. Alors, on verra quand on étudiera en détail la partie ici qui est l'unibus. On verra qu'il y a des signaux qui permettaient d'éviter ce genre de choses pour optimiser les temps d'accès à la mémoire et éviter que le contrôleur ici réécrive l'information. On verra dans quel cas et on verra tout ça le moment venu. Là, je rentre pas trop dans les détails non plus, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, deuxième caractéristique, donc mémoire, quand on lit la mémoire, la lecture est destructive.
Donc on perd l'information. Et troisième caractéristique, c'est le temps de cycle en fait, entre le moment où le processeur ici peut lire une instruction par exemple qui est en mémoire, entre le moment où il fait la demande ici, que ça arrive ici, que ça revient, il se passe à peu près, c'est assez, entre 600 nanosecondes et 1200 nanosecondes, ou 600 nanosecondes et 1,2 microsecondes. Les publicités, enfin les plaquettes de digital annoncent qu'on peut descendre jusqu'à 400 nanosecondes, mais quand on regarde en détail les caractéristiques des cartes mémoire ici, on est plus proche de 800, 900 ou même une microseconde. On descend rarement en dessous de 800 nanosecondes. Le premier processeur, le premier PDP-11 qui est sorti, c'est le PDP-1120, qui est sorti donc en 1970. Et donc le PDP-11, en fait, c'est tout l'ordinateur, donc qui comporte donc le processeur, mémoire, les contrôleurs, etc. Et le processeur du PDP-1120, il a un petit nom très sympathique, c'est le KA11. Donc le nom ici du processeur, c'est KA11 pour le premier PDP-11. Alors, il est construit à base de puces TTL de la série 74 XX. Et donc il est composé d'une multitude de cartes électroniques avec plein de puces comme French Raf connaît très bien. La particularité, c'est que les puces qui sont utilisées là, c'est vraiment la série de base de la série 74. Donc c'est la série 74 par exemple 04 pour 74 04, 74 06, 74 11. C'est des puces qui sont pas super rapides. Elles sont performantes mais pas super rapides. Et le processeur ici, lui, il est entièrement câblé dans le sens où il n'utilise que des puces logiques pour faire les traitements. Il y a rien d'autre. Il y a un peu de mémoire, un peu de puce mémoire pour les registres, mais c'est essentiellement des puces de la série 74 XX. Et quand on regarde un petit peu les caractéristiques de ce processeur, de ce premier processeur, on s'aperçoit que les instructions, elles mettent quand même pas mal de temps, c'est pas super rapide. C'est-à-dire que l'instruction la plus courte, la plus rapide, elle met 1,2 microsecondes. Donc c'est pas super. Alors c'est aussi un processeur qui qui n'a pas un jeu d'instructions très évolué. Il est incomplet, il y a pas toutes les instructions qu'on va trouver sur les processeurs suivants. Et notamment, il manque la capacité de faire, euh, de faire des multiplications et des divisions. Donc, pour faire des multiplications et divisions sur un PDP-1120, il fallait bidouiller avec des additions et des soustractions. Donc, autant dire que c'était pas super performant. Donc, il y a un jeu d'instructions limité et on pouvait pas, en tout cas, j'ai pas trouvé. Apparemment, on pouvait pas non plus lui adjoindre de cartes de, de cartes permettant de faire des calculs en virgule flottante. Apparemment, c'était pas prévu. Et enfin, il était limité au niveau du bus d'adresse, il était limité à 16 bits. Il faut savoir que sur le bus qui permet d'interconnecter en fait, tous les éléments de l'ordinateur, le bus qui s'appelle Unibus à l'époque, il est composé de trois éléments. Donc il y a un bus de commande, il y a des lignes pour des commandes de bus, lecture, écriture, interruption, etc. Il y a un bus de données qui fait 16 bits et un bus d'adresse qui lui fait 18 bits. Et en fait, le processeur du PDP-1120 ne pouvait accéder qu'à 16 bits d'adresse sur les 18. Donc il pouvait accéder que à 64 kg de mémoire au lieu de 256 kg. Voilà.
Digital a sorti, avait fait quand même une petite carte en plus qu'on mettait dans le processeur qui permettait quand même d'accéder un peu plus tard aux 18 bits d'adresse. Mais apparemment, ça n'a pas été beaucoup utilisé sur le premier processeur, ouais, le processeur du PDP 1120. C'était quelque chose d'assez peu utilisé. Alors, le PDP 1145, on n'est plus du tout dans le même niveau de performance. On est sur du PDP 11 de haute performance. Et le nom du processeur pour ce PDP 11, c'est le KB11A. Alors, comme les autres processeurs de PDP-11, il utilise des puces TTL, mais cette fois il utilise des puces TTL de la série 74SXX. Et euh, la différence avec la série 74XX, bah, c'est le temps de réponse. Les puces 74S sont beaucoup plus rapides que les puces 74XX. Elles consomment plus aussi, mais elles sont beaucoup plus rapides. La particularité aussi du processeur du 1145, c'est que contrairement au 1120, c'est un processeur qui est microprogrammé. Alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre câblé et microprogrammé, dans le processeur ici, pour les processeurs câblés, et ben en fait il y a plein de signaux internes qui transitent dans le processeur de manière à pouvoir générer ensuite par exemple des signaux allant sur l'unibus pour aller lire ou écrire des mémoires. Et donc il faut plein de puces pour générer ces signaux internes. Et donc chaque puce ayant des temps de réponse, même s'ils sont très rapides, eh ben, on accumule les temps de réponse et au final on a quelque chose d'un petit peu plus lent. Un processeur microprogrammé, il va utiliser une ROM qui va contenir à chaque adresse toute une série de bits qui préconfigurent déjà tous les signaux. Donc en fait, il suffit de lire une adresse bien précise de la ROM et le processeur a déjà tous les signaux de prêt pour faire une action. Et donc chaque adresse de la ROM correspond une action à faire dans le processeur et permet donc d'accélérer un petit peu d'accélérer même beaucoup les traitements et le processeur en lui-même. Pour info, la ROM utilisée dans le processeur du 1145, elle avait 256 adresses sur 64 bits. Donc à chaque adresse, on avait 64 signaux préparés pour le processeur. Donc à chaque étape, on pouvait hop, le processeur avait tout de suite 64 signaux tout prêts à être exécutés. Donc c'est ce qui permettait d'aller beaucoup plus vite qu'un processeur aussi câblé. Et on va le voir d'ailleurs sur le temps d'exécution. C'est que le PDP 1145, au minimum, l'instruction la plus petite prend 300 nanosecondes, à comparer au 1,2 microsecondes du PDP 1120. Donc il est beaucoup plus rapide. Et c'est là qu'intervient un petit problème technique. C'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de la mémoire qui, qui a un temps d'accès d'environ 800 à 1 microseconde. Et donc ici, on a une mémoire qui demande à peu près 1 microseconde de temps de cycle. Et on a un processeur qui lui est capable d'exécuter une instruction en 300 nanosecondes. Et du coup, le processeur, sur cette architecture-là, il va passer son temps à attendre la mémoire. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le processeur du 1145, pendant qu'il exécute une instruction, il est capable d'aller chercher la suivante en même temps. Donc il peut pendant 300 nanosecondes exécuter une instruction, et normalement pendant ces 300 nanosecondes, il est censé aller chercher l'instruction suivante. Le problème, c'est qu'avec ce type d'architecture et ce type de mémoire, eh ben, ça fonctionne pas bien parce que la mémoire est beaucoup plus lente que le processeur.
Et donc il y a une autre architecture qui a été faite pour le 1145, qui est celle-ci. Donc on retrouve l'unibus de tout à l'heure, la mémoire ici, les contrôleurs avec les périphériques ici, et, et le processeur qui accède à l'unibus ici. Et par contre, on retrouve ici une mémoire qui est beaucoup plus rapide. Là, on n'utilise pas de la mémoire magnétique, on n'utilise pas de la mémoire à tort de ferrite, on utilise de la mémoire soit CMOS, soit TTL. Et on n'utilise que maximum 64 kg ici. Donc on n'utilise pas toute la mémoire en fait, on n'accède pas à toute la mémoire, on n'accède qu'à une partie de la mémoire adressable sur les 18 bits. Et on n'utilise pas non plus d'unibus. Entre les deux, on a un bus particulier qu'on appelle le fastbus, qui est vraiment presque interne au processeur. La mémoire physiquement ici, elle est vraiment très proche du processeur. Il n'y a pas de distance physique, alors que sur l'unibus, il y a une distance physique importante. Donc ça entraîne des délais, des temps de propagation, etc. Il y a des délais à respecter sur l'unibus. Donc c'est pas super efficace. Quand on a un processeur rapide, il vaut mieux passer par un bus court et une mémoire qui est vraiment collée au processeur pour pouvoir bénéficier de la puissance du processeur. Le problème de cette mémoire, c'est que les contrôleurs de périphériques, il faut qu'ils puissent accéder à cette mémoire. Donc on aurait pu avoir ici un lien directement vers l'inibus A. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que cette mémoire-là, elle a en fait dual port. On a deux canaux d'accès à la mémoire. Donc, à un instant T, le processeur peut lire cette mémoire. C'est de la, non, c'est pas de la mémoire cache. C'est pas sur le 1145, c'est pas de la cache. Sur le 70, oui, mais pas sur le 45. À un instant T, le processeur peut accéder à cette mémoire et en même temps, un contrôleur de disque peut faire un transfert par exemple, de fichiers vers cette mémoire. Il y a un instant T, on peut accéder en même temps, enfin deux éléments peuvent accéder à la mémoire. On n'est pas obligé d'attendre si ça marche. Voilà. Ici, dans cette configuration-là, quand un périphérique utilise le bus pour communiquer avec la mémoire, bah, le processeur il est bloqué. Ou l'inverse, quand le processeur lit ou écrit en mémoire, et ben les périphériques ils peuvent pas accéder au bus. C'est chacun son tour. On est, euh, on est un peu bloqué. Alors que là non, c'est le processeur peut accéder à la mémoire et les périphériques peuvent accéder à la mémoire ici ou ils peuvent passer ici à cette mémoire là. On a plusieurs chemins d'accès. Alors, ouais, c'est du dual port, c'est pas de la mémoire cache. D'ailleurs, j'y viens. Et donc, quand le processeur il a besoin d'accéder à une, à une case mémoire, il fait la demande en même temps ici et là. Et le premier qui répond a gagné. Et évidemment, si la case mémoire demandée par le processeur est présente ici, cette mémoire rapide va renvoyer un signal au processeur disant c'est bon, je l'ai. Et là, le processeur, lui, va couper la demande sur l'unibus. Il va libérer l'unibus. On n'en a plus besoin. Et du coup, le processeur va communiquer directement avec la mémoire et laisser le bus ici disponible pour éventuellement un périphérique. Voilà, éventuellement un périphérique. Et inversement, si la mémoire fastbus ne répond pas, bah, la demande qui était partie aussi ici bah, va finir par aboutir, et donc le processeur va passer par l'unibus A pour accéder à la mémoire. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement une mémoire dual port, donc avec deux points d'accès.
Alors, ce que j'ai pas, mentionné encore, c'est que le processeur ici, contrairement au PDP 1120, il est capable d'accéder lui à 18 bits d'adresse en ajoutant un module optionnel qu'on appelle un MMU, qui va permettre d'exploiter les 18 bits disponibles sur l'Unibus. Et le MMU va permettre aussi de faire pas mal d'autres choses, notamment au niveau de l'accès, contrôler les accès à la mémoire et contrôler éventuellement contrôler aussi le swapping entre des parties de programme. Donc ça va faciliter tout ça, donc le swap, l'accès à une mémoire plus grande, et ça va permettre aussi de sécuriser les OS pour ne pas que certains programmes écrivent dans des zones mémoire interdites. Alors, par rapport aussi au processeur qu'on a vu juste avant, le 1145 il a été taillé pour travailler avec des systèmes d'exploitation multitâches, multi-utilisateurs, genre au hasard Unix, mais pas que en fait. Il y a d'autres OS qui ont été faits pour le PDP-11 qui sont multitâches, multi-utilisateurs. Et notamment, le processeur dispose de trois niveaux de privilèges. Donc il y a un mode kernel qui permet qui a accès à tout, donc il n'y a pas de limitation, y compris en mode kernel on peut exécuter l'instruction alt qui va stopper le processeur. Donc là on a vraiment le droit de tout faire. Il y a un autre mode qu'on appelle le mode superviseur qui va être lui plutôt réservé à l'OS. Et puis il y aura le mode user qui sera réservé pour les gens qui font pour les applications utilisateurs. Donc les programmes de Monsieur Tout le Monde, on va dire. Donc voilà, il y avait trois modes de fonctionnement. Alors, ce que j'ai peut-être pas bien dit aussi, c'est que la mémoire qu'on voit ici, si je l'ai dit, c'est de la mémoire soit CMOS, soit bipolaire. Il y a deux types de mémoire possibles. Et là, le temps de cycle, dans ce cas-là, il est beaucoup plus rapide. Il est de 300 nanosecondes, entre 300 et 450 nanosecondes. Donc le processeur, il est très à l'aise avec cette mémoire parce qu'il tourne quasiment à la même vitesse que la mémoire. Le temps de cycle, il est vraiment quasiment identique à l'instruction la plus courte du processeur. Contrairement aux mémoires qu'on mettait là, qui étaient plutôt à tort de ferrite. Et en plus avec l'Unibus qui ralentissait aussi les accès. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici j'ai fait apparaître un Unibus B. Alors on aurait très bien pu mettre une flèche directement, mais en fait le PDP 1145 il a vraiment la possibilité d'avoir un deuxième bus, Unibus. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les Unibus, donc ça soit voilà, sur ce schéma-là qui est vraiment très simple, donc pour contrôler l'accès au bus, il y a dans le processeur un, arbitrateur de bus, une partie qui gère les accès au bus, et qui va autoriser ou pas un contrôleur à accéder au bus, ou même le processeur à accéder au bus. Si par exemple il y a un contrôleur qui fait des transferts sur la mémoire, bah le processeur devra attendre que l'arbitrateur de bus lui donne l'accès au bus. Voilà, et donc il y a plein de signaux qu'on verra en détail qui transitent par le bus. Et ici, donc, l'Unibus A, l'arbitrateur de bus de cet Unibus, c'est ce processeur-là. Du coup, qui gère l'Unibus B? Qui gère les accès à l'Unibus B? Alors, quand on est dans cette configuration-là, où les deux sont reliés ensemble,
bah en fait c'est comme si l'unibus B n'existait pas vraiment en fait. C'est un peu transparent, c'est-à-dire que les contrôleurs ils accèdent directement comme ça. Mais on peut, on peut avoir un vrai unibus B qui est vraiment utilisé. Et dans ce cas-là, il faut quelqu'un ici pour faire la police sur l'unibus B. Et on se retrouve avec une autre architecture encore, qui est celle-là, où l'unibus A, il va être principalement utilisé pour gérer de la mémoire, avec le processeur, et cette fois il y a un petit 1 devant. Et là on retrouve le fastbus, la mémoire, il y a un deuxième bus qui est vraiment utilisé en bus, et en fait il y a un deuxième processeur. Et le PDP-1145 était un PDP-11 qui était multiprocesseur. On pouvait adjoindre plusieurs processeurs. Et en général, l'Unibus B était réservé pour les contrôleurs périphériques. Et le A était pour la mémoire. Mais on pouvait faire toutes les combinaisons possibles. C'était pas un problème. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le processeur, lui, ici et là, il peut travailler directement avec la mémoire. Il ne sera pas gêné par les transferts entre des contrôleurs et de la mémoire. Parce que les contrôleurs, ils vont passer par là, et le processeur, lui, travaille par là ou par là. Donc les deux pourront vraiment travailler en même temps. Il y aura pas de contraintes ou de goulot d'étranglement au niveau de l'accès au port, de l'accès au bus. Donc ça permettait d'aller encore plus vite. Il y avait la possibilité, enfin c'était obligatoire quand on avait un deuxième processeur, d'avoir un switch ici, de manière à ce que quand le processeur veut communiquer avec le contrôleur, il ouvrait ici, il désactivait cette partie-là. Il désactivait cette partie-là pour pas que les informations remontent ici et laisser ce bus-là disponible pour le processeur 1 en fait. Donc il y avait un système vraiment sur le PDP-1145 de multiprocesseurs. Et on pouvait même avoir un troisième processeur ici qui se branchait là sur un troisième bus. Donc c'était une architecture. Moi c'est ce qui m'a plu dans cette machine. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un PDP 1145 que je trouvais amusant à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai déjà fait moi un processeur 1145 euh, qui est fonctionnel et que maintenant j'en fais une deuxième version, devrais être capable de pouvoir refaire cette architecture à base de deux processeurs PDP 1145. Alors ça c'est pas pour tout de suite, hein, ça va me demander quand même un bon bout de temps, mais c'est voilà, c'est quelque chose que j'envisage de faire. Alors, puisque là je parlais du PDP 1145, je vais vous poser une petite colle. Le PDP 1145 a été utilisé pour il a participé disons dans une grande saga cinématographique des années 70. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Dans quelle saga cinématographique le PDP 1145 a-t-il participé? Ah, il y a des connaisseurs, hein, il y a des connaisseurs, hein. Ouais, Star Wars. En fait, le PDP 1145 a été utilisé pour modéliser l'étoile noire de... Oui, bah oui, en fait, j'en ai trop dit en disant la saga des années 70, forcément, donc c'était un peu facile. Voilà, c'était utilisé pour générer des images de l'étoile noire, et je vous ai préparé des petits liens pour ceux qui veulent. Voilà, tac, et puis le deuxième. Voilà. Donc ils ont restauré une machine, ils ont restauré la machine le PDP 1145 qui a servi à faire les images de synthèse
de Star Wars. On pouvait aussi lui adjoindre une carte d'extension pour les calculs en virgule flottante. Donc on pouvait avoir un système vraiment puissant déjà sur ce modèle-là, hein. C'était déjà quand même pas mal. Il était limité en mémoire, mais c'était, c'était quand même pas mal. Ce PDP 1145, il y a eu ensuite des autres versions, d'autres versions, qui en fait, alors je vais revenir sur l'architecture plutôt celle-ci. Voilà, en fait, il y a eu des modèles un tout petit peu plus évolués, où en fait ils ont enlevé la mémoire à tort de Ferrit ici, et ils l'ont remplacé par de la mémoire CMOS. Bon, et ça ils l'ont appelé le PDP 1150. C'est celui qu'on voit sur mon, euh, sur mon écran d'attente. Voilà, donc le PDP 1150 était un petit peu plus rapide que le PDP 1145. Et ils ont fait aussi un PDP 1155 où ils ont remplacé la mémoire CMOS ici par de la mémoire bipolaire qui était un petit peu plus rapide encore. Donc ce qu'il faut savoir à peu près, c'est quand on parle de PDP-11 et des sous-familles de PDP-11, globalement, le dernier chiffre, il donne une indication sur la puissance de la machine. Par exemple, le PDP-1120, il est moins puissant que le PDP-1145. Mais le PDP-1145, il est moins puissant que le PDP-1170. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler maintenant du PDP-1170. Donc là, Frenchcraft, il maîtrise le PDP-1170 à fond. Donc si je dis des bêtises, je t'invite à rectifier, mes bêtises. Alors, le PDP-11 70, c'est un dérivé du PDP-11 45. Ils sont partis à peu près du même processeur. Donc tout ce que j'ai dit sur le PDP-11 60, le PDP-11 45 est valable sur le PDP-11 70. C'est les mêmes types de puces. C'est un processeur microprogrammé. Le temps d'exécution d'une instruction de base, c'est 300 nanosecondes. Mais l'architecture est encore, elle, différente. Donc ça, c'est l'architecture du 1145, elle est plutôt comme ça en fait. Donc si j'ai oublié un truc, Frenchcraft, tu n'hésites pas à me dire. Donc ici on retrouve le processeur. Ici on retrouve l'ancien Fastbus qu'on avait sur le 1145, mais qui cette fois ne va pas sur une mémoire dual port, mais sur un cache mémoire, dont j'ai oublié la taille et que... J'ai oublié la taille d'ailleurs. Je sais plus si c'est 2 kilos, je crois. Je crois que c'est 2 kilos de mémoire, le cache, ici. Et on a un bus particulier qui est rapide et qui permet d'accéder à. Oui, c'est 2 kilomos, effectivement. Souvent, dans la doc digitale, quand on parle de kilos, si on précise pas, c'est des kilomots. Il faut savoir que un mot, c'est 16 bits pour un PDP-11. Et donc, quand on parle de kilos sans préciser, on parle en réalité de 4 kilooctets pour nous, pour les gens qui ont l'habitude de travailler en octets. Mais à l'époque, ils parlaient plutôt en mots, et donc ils parlaient de 2 kilomots, ou 128 kilos de mémoire, mais c'était des mots de 16 bits. Donc 128 kilos de mémoire, c'était en fait 256 kilooctets. Alors, la mémoire ici, le bus qui est ici, c'est un bus rapide. Euh, c'est un bus rapide et la particularité de ce bus, c'est qu'il n'a pas 18 bits d'adresse, c'est qu'il en a 22. Et donc le PDP 1170, il pouvait adresser jusqu'à 4 mégas de mémoire, ou 2 mégas mots, ou 4 mégaoctets. Voilà. Et donc c'était vraiment beaucoup plus que les autres PDP-11. Donc là on est vraiment sur
des grosses machines, on va dire, parce que 4 mégaoctets de RAM en 1975, ça commence à faire déjà de la bonne machine. Et donc il y avait un système de mapping d'adresses pour communiquer avec les adresses qui étaient sur l'Unibus, qui elle était en 18 bits, avec ici la mémoire qui elle était en 22 bits. Et le PDP-1170, il a aussi une petite particularité, c'est qu'il avait des contrôleurs particuliers qui étaient à la fois connectés à l'Unibus et connectés aussi directement à la mémoire sur 22 bits. Et donc ça permettait de faire des transferts très rapides entre des disques durs et les contrôleurs Masbus gèrent le DMA. Oui, oui, enfin les contrôleurs les contrôleurs, je l'ai peut-être pas dit, mais enfin tous les contrôleurs ici, ça gère aussi le DMA, hein. On peut faire des accès directs entre la mémoire et les contrôleurs. Tous les contrôleurs du PDP-11 des PDP-11 étaient capables de faire du DMA. La particularité du 1170, c'est qu'ils sont capables de le faire sur des bus qui sont pas forcément unibus. Et donc, ils peuvent passer directement du disque dur directement à la mémoire sans pénaliser l'unibus, sans utiliser l'unibus. Donc on pouvait avoir des contrôleurs standards, par exemple des contrôleurs de, je sais pas moi, des terminaux ou des lecteurs de bande qui étaient connectés à l'unibus, qui eux pouvaient transférer donc des informations dans la mémoire en passant par là, en passant par l'unibus map et la mémoire. Mais les massbus, eux, étaient capables directement d'aller dans la mémoire. Voilà, tout à fait. L'unibus, il permettait, en fait, permet au processeur d'envoyer des commandes au contrôleur massbus ici. Il permettait d'envoyer des commandes au contrôleur. Et après, le contrôleur, il se débrouillait, il faisait sa soupe, etc. C'était c'était le c'était l'intérêt du truc. Donc c'était une belle architecture. Alors, ce qui est important de comprendre sur le PDP-11 70 et 45, je l'ai peut-être pas bien dit, c'est que le jeu d'instruction il est complet, hein. Et donc là cette fois on avait des plein d'instructions pour gérer faire des calculs en plus, donc évidemment multiplication et division. Il y avait aussi quoi d'autre? Il y avait des instructions pour simplifier les boucles, il y avait des instructions pour gérer les niveaux de priorité, il y avait des instructions il y avait, il y avait vraiment beaucoup plus d'instructions que sur les modèles de base de PDP-11. C'est vraiment le 45 et le 70, c'est vraiment des machines haute performance. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le PDP-11 70, contrairement au 45, le MMU, donc la gestion de la mémoire et disons, la translation d'adresse, est obligatoire sur le 70. Sur le 45, c'était une option. On avait le droit d'utiliser le processeur ici sans avoir de MMU. Et donc dans ce cas-là, on accédait qu'à 64 kg de mémoire et pas 256. Alors que sur le PDP-11 70, alors, quand on achetait un 70, on avait le MMU, c'était obligatoire. Il y avait un truc qui était optionnel sur le 70, c'était les cartes la virgule flottante, donc les calculs en virgule flottant, qui étaient optionnels. KB11A, KB11B, KB11C, c'est quasiment le même processeur. Il y a beaucoup de choses en commun. Le processeur à la base, c'est le même jeu d'instructions. Il y a beaucoup de choses en commun. Après, c'est sur la gestion de la mémoire, la gestion du cache, ça diffère un peu. Le MMU n'est pas exactement le même. Donc,
Un truc que j'ai pas bien dit aussi, que j'ai pas bien expliqué, je pense, c'est qu'entre le premier trip de processeur qui était vraiment un processeur basique et le processeur du 1145 qui était déjà beaucoup plus évolué, ils ont en fait un niveau de compatibilité très important. C'est-à-dire que tous les programmes écrits en PDP 1120 sont exécutables par un PDP 1145. Le, le, le jeu d'instruction du PDP 1120 est inclus dans celui du 45. Celui du 45, il y en a plus, il y a plus d'instructions. Donc des programmes qui ont été spécifiquement écrits sur PDP 1145 ou 70 ne pourront pas s'exécuter sur un PDP 1120, mais l'inverse, oui. On a une compatibilité ascendante. Dans les architectures que je voulais vous montrer, on a par exemple un, lui c'est un processeur qui est arrivé plus tard, qui est le KD11, qui est le processeur du PDP 1144. Donc c'est un modèle encore différent. Hop. Et alors lui, il est un petit peu particulier parce que il a toujours l'unibus, toujours les contrôleurs de périphérique. Il a un cache mémoire, donc ça doit être le même que le mince, que le 1170. Et il a un système d'unibus étendu, c'est-à-dire que le bus d'adresse, au lieu d'être sur 18 bits, il est sur 22 bits. Donc le PDP 1144, lui, pouvait adresser donc jusqu'à 4 mégas de RAM, contrairement au OS 45 ou contrairement aux autres, euh, aux autres PDP 11. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là je reviens sur le PDP 11 45. Bien plus tard, bien après la sortie du, du PDP 11 45, il y a eu des versions où ils ont fait un mix entre le 45 et le 44. Et en fait, le 45 pouvait aussi, ils ont remplacé l'unibus B par un unibus étendu. Et donc les PDP 1145 pouvaient eux aussi accéder à 4 mégas de RAM. Alors, donc ça c'est voilà, c'est quelques. Ouais, c'est ça, ouais, c'était le 44, c'était une version simplifiée du 70. C'était quand même moins efficace que le 70, mais bon, c'était quand même pas mal. Là, j'ai beaucoup parlé de bus et de ce mot qu'on appelle le unibus. Unibus qui est le premier bus qui avait été fait par Digital, et il l'avait appelé unibus parce que uni pour unified, et donc pour dire que bah, y a un bus et on met tout dessus. On s'embête pas, et ça permettait de faire des choses relativement de manière simple et de manière moins coûteuse que des architectures avec plusieurs bus, des choses comme ça quoi. La plupart des modèles de PDP-11, ils sont sur cette architecture là. Seuls les modèles haut de gamme sont basés sur des bus spécifiques, comme ici, comme là, ou comme le 1170, voire même le 1144 qu'on trouve ici. Et ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, bah, il y a eu des versions, les puces ont été de plus en plus intégrées. Les puces ont diminué de taille de plus en plus. Et il y a eu des versions de PDP-11 où le processeur, en fait, il tenait plus sur 7-8 cartes ou même 10 cartes. Il tenait par exemple sur 2 cartes. Voilà, donc, par exemple, ça c'est le cas du PDP 1134. Donc il y a PDP 1134, j'ai pas de slide dessus, mais il tenait le processeur tenait sur seulement 2 cartes. Voilà, donc ils avaient intégré un peu mieux les puces. Voilà, ils utilisaient des puces un petit peu plus spécifiques, etc. Donc petit à petit, ils arrivaient de plus en plus à diminuer la taille des machines. Et jusqu'au moment où ils ont réussi à faire
presque un microprocesseur pour le PDP-11. Alors, c'est un microprocesseur, mais bon, ça reste quand même ça reste quand même assez gros. Donc je vais vous montrer j'ai des photos donc. En fait, ça c'est un processeur donc deuxième génération qui n'utilise plus Unibus. Ils utilisent un autre bus qu'ils ont appelé le QBus. La particularité du QBus, c'est que contrairement à l'Unibus, le bus de données et le bus d'adresse sont regroupés ensemble et ils sont multiplexés. C'est ce qu'on dit, on dit qu'ils sont multiplexés. Donc il y a moins de signaux qui transitent. Et donc ça a des coûts de revient un peu plus faibles. Donc ça fait des cartes un petit peu plus petites, ça fait des bus plus petits, ça fait des trucs, voilà, ça a des coûts un petit peu plus petits. Et en fait, le microprocesseur, sur le premier microprocesseur, c'est en fait 4 puces. Tout ça, là, c'est un processeur PDP-11. Voilà, et puis après, il y a toutes les autres puces qui gèrent le reste. Mais, euh, mais, euh, mais le premier microprocesseur à base de PDP-11, en fait, il avait quand même 4 puces. C'était, c'était pas encore un niveau d'intégration très très élevé, quoi. Alors effectivement, ouais, je crois qu'il y avait il y a les 4 ici. Et là, ça doit être un MMU, je crois, qui était en option sur le premier, de mémoire. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai noté le truc, ouais. Le MMU, c'est un chip séparé. Donc tout ça, c'est le processeur. Et à part, il y avait une puce en plus si on voulait accéder aux 18 bits ou aux 22 bits. Alors, il y a un truc qu'a dit French Raff qui est vrai, c'est que le fait de multiplexer, de grouper ensemble les données et les adresses, ça réduit la taille, mais ça réduit aussi la performance. Parce qu'à un instant T, on ne peut pas avoir à la fois l'adresse et les données sur le bus. Donc on est obligé d'envoyer d'abord les adresses et ensuite les données, etc., etc. Donc on perd un peu de temps. On perd un peu de temps. Mais avec le temps enfin les années passant, le niveau d'intégration des puces a augmenté et donc les dimensions physiques des bus ont diminué. Et, euh, et ce qui a permis de diminuer aussi les temps de réponse. Et petit à petit, en fait, le Qbus a fini par rattraper son retard par rapport à un Unibus. Alors, la première machine qui est sortie avec ce type de processeur, c'est le PDP-11-03. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le deuxième chiffre après le 11, qui donne une indication sur la puissance du processeur, c'est que le PDP-11-20 était moins puissant que le PDP-11-45, mais alors le PDP-11-03, il était encore moins puissant que le PDP-11-20. Et c'est lié au fait que la première machine, elle était vraiment simpliste et elle utilisait donc un microprocesseur avec 4 puces, le Qbus, mais qui était limité aussi à 16 bits. Enfin, c'était vraiment une machine très très simple. Alors, dans toutes les références de PDP-11, pour faire la différence entre les machines qui sont à base de microprocesseurs comme ça ou celles qui sont à l'ancienne sur Unibus, on reconnaît les machines de type Qbus avec le dernier chiffre de la référence. Quand c'est un 3, le chiffre 3, c'est une machine Qbus. Donc PDP-11, PDP-11-03, c'est une machine Qbus, PDP-11-73, PDP-11-83, etc., etc. PDP-11-23, bon. Tout ça, c'est des machines qui sont Qbus. Alors, une information importante, parce que sinon je risque
je risque de dire, des bêtises. Moi, j'ai beaucoup étudié tout ce qui est Unibus, tout ce qui est ce type de machine. J'ai beaucoup moins étudié le Cubus. Donc, là, j'ai beaucoup moins. Je connais vraiment moins. C'est pas c'est pas ma tasse de thé. Enfin, dans le sens où j'ai beaucoup moins étudié. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, de peur de dire des bêtises sur les machines à base de Cubus. Mais il faut savoir qu'effectivement, avec les années qui ont avancé, la miniaturisation a atteint le PDP-11 et on est allé de plus en plus sur des machines un petit peu plus petites et plus performantes. Alors ça, c'était la première carte, premier processeur à base de, de puces de microprocesseurs, donc avec les 4 ici qu'on voit. Je vais vous montrer la deuxième. C'est que je dise pas de bêtises. Si je dis une bêtise, Frenchcraft, tu me dis, mais le MMU est séparé. Donc c'est pareil, il y a un MMU séparé et il y a la possibilité de lui mettre mince, une unité de calcul à virgule flottante. Donc on pouvait lui adjoindre des performances supplémentaires sur le calcul en virgule flottante. Donc le dernier processeur à base de microprocesseurs, c'est le J11 et c'est ce qu'on voit ici en fait. Donc le 4DJ11A c'est l'ensemble de la carte et le J11 c'est ce qu'on voit ici en fait. Et alors je crois que alors normalement dans celui-là pour moi il est tout complet. C'est-à-dire que celui-là, ce processeur-là, il intègre un full MMU, le calcul en virgule flottant, il y a tout dedans. Il est complet celui-là. Donc normalement il y a tout ce qu'il faut. Là il y a un PDP-11 complet. Voilà. Et puis petit à petit ils ont pu augmenter les fréquences de manière assez importante. Et il faut savoir que les derniers modèles, si je dis pas de bêtises, ils étaient cadencés jusqu'à 18 MHz. Les microprocesseurs de PDP-11. Alors, ça veut pas dire 18 millions d'instructions par seconde. Ça veut dire que ils étaient quand même relativement rapides, mais c'était pas non plus. On faisait pas 18 millions d'instructions par seconde. Parce que il fallait plusieurs cycles d'horloge pour faire le, pour faire une instruction. Ouais, à peu près, peut-être un peu plus que 6, mais ça dépend. Ça dépend des instructions en fait. C'était vraiment très dépendant ouais. Ça dépend du programme. Ça dépend aussi ça dépend aussi des mémoires qui sont utilisées, etc. quoi. Donc c'était assez dépendant de tout ce qui entoure tout ce qui entoure le processeur. Et sur ce processeur-là, normalement, sur cette carte-là, toute la mémoire a été embarquée. Il y avait du cache dessus et il y avait du, il y avait toute la mémoire dessus. Si je dis pas de bêtises, je crois. Je pense il y avait toute la mémoire. Donc il n'y avait pas besoin d'aller trop naviguer avec le bus pour accéder à la mémoire. Mais là j'ai un petit doute. Je suis pas certain. Donc ce qui va vraiment nous intéresser dans les prochaines semaines, c'est vraiment cette architecture-là dans un premier temps et ensuite probablement celle-là dans un temps relativement dans quelques mois on va dire parce que là déjà rien que pour faire ça il va se passer quand même un peu de temps. C'est pas gagné, hein. Alors justement on va parler de l'aspect réalisation pratique. Donc je vais attaquer
le backplane bah, dès la semaine prochaine. Donc je vais attaquer le backplane dès la semaine prochaine. Donc il y aura une partie très courte en début de live où je vais expliquer sur le backplane comment on va retrouver l'unibus A, l'unibus B, comment ça va s'organiser, le processeur, la mémoire, comment ça va être mis. Et donc oui oui je vais montrer bien sûr, je vais montrer les PCB en détail, on verra les soudures, on va tout voir, hein. On va vraiment on va voir la totalité du processus. Et puis donc en début de live, j'expliquerai, je donnerai quelques explications vraiment très courtes de je pense que ça va prendre 10 minutes. Et puis ensuite j'attaquerai directement la réalisation je commencerai à réaliser le backplane. Et donc rien que le backplane, je pense que ça va demander quand même un peu de temps. Voilà, voilà, ça va être mieux comme ça. Mieux voir là. Voilà. Un stream de 8 heures, ouais, bah oui, mais moi il faut que faut que je trouve le temps. Et parce que moi aussi j'ai un travail du PDP-11, donc il faut que je trouve aussi les 8 heures. Donc c'est pas toujours ça voilà. Donc c'est du boulot, il y a du taf. Alors les PDP-11 étaient wrappés. Oui, en fait, en fait c'était fait comme ça. C'était vraiment c'est pas une coquetterie de ma part de faire comme ça, c'est parce que c'était fait comme ça. Il y avait des tonnes de connecteurs comme ça dans lesquels on mettait les cartes. Et puis il y avait donc derrière des interconnexions de fait en fil de wrapping. Donc, et encore là, le mien c'est un petit backplane. Si vous regardez sur internet, si vous cherchez backplane PDP-11, vous allez voir il y a des backplanes, notamment le PDP-11 de 70, hein, French RAF. Euh, c'est énorme quoi, c'est vraiment c'était le backplane de PDP-11 c'était deux couches. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait une couche qui était réservée pour faire un plan de masse, pour stabiliser les signaux. Et sur l'autre couche, il y avait des signaux qui vont. Alors je vais remontrer le backplane. Et il y a le PCB, en fait, les signaux ils sont globalement verticaux comme ça. Voilà. Et perpendiculaires, les autres signaux sont câblés en wrapping. Parce qu'il y a des connexions verticales, des connexions horizontales, plus un plan de, un plan de masse complet qui permet d'éviter des problèmes de ce qu'on appelle de diaphonie en fait. Donc c'est du double face, mais il y a quand même du wrapping. Ça suffisait pas d'avoir deux couches pour tout câbler. Et il y a des interconnexions dans tous les sens, donc au niveau routage, c'est pas évident. Il aurait fallu faire il aurait fallu faire voilà peut-être pas du 12 couches, mais c'est euh, c'est c'est assez complexe quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interconnexions hein, moi sur le backplane que j'ai fait, il y a je crois que j'ai 200 fils de wrapping. Donc et c'est un petit backplane sur le un vrai PDP 1145, un vrai de vrai, c'était je sais pas 1500 interconnexions, enfin c'est un truc de fou quoi, euh, c'était pas jouable quoi. Donc alors par contre, il y a un autre avantage au wrapping, c'est qu'on pouvait faire des PCB génériques et on pouvait faire des PCB génériques et on pouvait, avec le même PCB, on pouvait sortir des dizaines et des centaines de PCB et on pouvait modifier d'un PCB à un autre quelques signaux pour adapter à certains contrôleurs ou certaines cartes, etc. Par exemple, moi j'ai utilisé cette possibilité sur mon backplane
on le verra plus en détail la semaine prochaine, mais voilà, ça permet d'adapter les connexions à certains contrôleurs ou qui avaient besoin peut-être de signaux en plus ou signaux en moins ou différemment. Voilà, on pouvait rewrapper, refaire un wrapping sur le PCB et puis ça permettait d'adapter à une carte ou à une autre. Et effectivement, sur le backplane, il y a un plan de masse, il y a un plan de masse 5 volts et il y a des connexions, il y a un plan de masse et des connexions 5 volts, mais du même côté. De l'autre côté, c'est pas un 4 couches, hein, c'est un 2 couches, le PCB, pour le backplane. Et donc il n'y a pas de le plan d'alimentation 5 volts. Voilà. Par contre, sur les cartes qui vont arriver prochainement, enfin sur les suivantes, donc la carte principale et la carte mémoire, c'est du 4 couches. Donc là, il y a un plan d'alimentation, un plan de masse, et puis deux plans avec les signaux. Je vais attaquer par le backplane. Ensuite, il y aura les terminateurs de bus. Ensuite, il y aura le module d'alimentation et puis déjà là, il va se passer déjà il y en a déjà pour quelques semaines là de boulot, hein. C'est pas ceux qui me suivent pas encore sur Twitter sont plutôt invités à le faire parce que j'envoie en général j'envoie un tweet un jour ou deux avant le live pour prévenir. Et puis il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez voir les replays. Alors bah, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. À moins qu'il y ait des questions, des remarques, des souhaits, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat, hein, c'est fait pour. Moi j'utilise Twitch. Si je fais des lives sur Twitch, c'est aussi pour échanger avec les gens sur le chat. Donc quand ça, quand ça discute, c'est très bien. Donc moi je suis très content. Bonne soirée à tous et à toutes. Et puis bah, je vous dis peut-être dimanche ou sinon de toute façon ça sera jeudi prochain. À très bientôt. Salut.